Bonjour à toutes et à tous, c'est votre professeur de français. Aujourd'hui, on va continuer la première séance de la séquence 4, Inverser les rôles pour critiquer la société, et je vous rappelle que cette première séance porte sur L'île des esclaves de Marivaux. Aujourd'hui, vous allez avoir besoin de votre cahier de brouillon, des questions sur Marivaux que vous avez normalement préparées, du texte de Marivaux si jamais vous l'avez imprimé. Si vous ne l'avez pas imprimé, ça n'est pas grave du tout, il sera dans le diaporama, et d'une nouvelle feuille. Avant de commencer, on va faire un petit rituel de langue pour réviser les figures de style. Vous vous souvenez, quand on a étudié Cyrano, sur la feuille avec le texte extrait de Cyrano de Bergerac, il y avait un petit tableau avec des figures de style. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme figure de style? La comparaison. Par exemple, ses yeux sont bleus comme des saphirs, c'est une comparaison parce que les yeux sont comparés à des saphirs et on a un outil comparant qui est comme. La métaphore. La métaphore, c'est aussi une image, sauf qu'il n'y a pas d'outil comparant. Comme par exemple dans l'or de ses cheveux. On ne dit pas ses cheveux sont comme de l'or, on dit simplement l'or de ses cheveux. On a vu aussi la répétition, qui est le fait de répéter un mot ou un groupe de mots dans une phrase. Les nuages blancs, les nuages gris, tous les nuages sont beaux par exemple, c'est la répétition du mot nuage. On a étudié un autre type de répétition un peu particulier qui est l'anaphore, qui est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase ou en début de vers. Par exemple, hélas, j'ai perdu mon argent, hélas, tous mes amis sont partis, hélas, je suis seul au monde. Ici, on a répété le mot hélas, mais on l'a répété en tout début de phrase. On a également étudié la gradation, qui est le fait d'organiser un énoncé en partant du moins intense pour aller vers le plus intense. Par exemple, je t'aime, je t'adore, je suis fou de toi. Je t'aime, c'est le moins intense, je t'adore, c'est un petit peu plus intense, et je suis fou de toi, c'est très intense. On a donc étudié la comparaison, la métaphore, la répétition, l'anaphore et la gradation. On va voir maintenant si vous êtes capable de retrouver ces figures de style dans des phrases que je vous donne. C'est parti. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez noter sur votre cahier les numéros de ces phrases et juste à côté, sans forcément recopier les phrases, vous allez pouvoir noter la figure de style que vous avez identifiée. Il n'y a qu'une seule figure de style par phrase. Je vous lis d'abord les phrases. Les heures sont emportées sur les ailes du temps, ça c'était la première. La 2. Je n'en puis plus, je me meurs, je suis mort, je suis enterré, qui est une citation de Molière. La 3. Mon frère est comme un petit papillon qui s'agite dans tous les sens. 4. Mes amis, mes amis, mes amis, calmez-vous. 5. Voyez ces gens qui se précipitent dehors, voyez les enfants qui jouent, voyez les cerisiers qui refleurissent. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour pouvoir faire cet exercice et ensuite on passe à la correction. Voilà le corrigé sur les figures de style. Donc la première phrase, c'était une métaphore. Vous avez vu que le temps est comparé par exemple à un oiseau qui aurait des ailes, mais il n'y a pas d'outil comparant. On ne dit pas le temps qui a comme des ailes ou le temps qui est comme un oiseau avec des ailes. La 2, il y a un petit problème de numérotation. Donc la 2, je n'en puis plus, je me meurs, je suis mort, je suis enterré, c'était une gradation puisqu'on va du moins fort, je n'en puis plus, qui est une façon un petit peu ancienne de dire je n'en peux plus, jusqu'au plus fort qui est je suis enterré. La 3, donc qui est numérotée 2 ici par erreur, mon frère est comme un petit papillon qui s'agite dans tous les sens, vous aurez certainement reconnu que c'est une comparaison puisqu'on a utilisé l'outil comme un petit papillon. La suivante, mes amis, mes amis, mes amis, calmez-vous, c'est la répétition, le groupe de mots qui est répété c'est mes amis. Et enfin, voyez ces gens qui se précipitent dehors, voyez les enfants qui jouent et voyez les cerisiers qui refleurissent, c'est une anaphore puisque le mot voyez est répété à chaque fois en début de phrase. Si jamais vous avez eu du mal avec cet exercice, je vous invite à reprendre la feuille que vous avez normalement dans la séquence 3, première feuille de la séquence 3, avec le tableau sur les figures de style. Si jamais c'est bon pour vous, on passe à la suite.
Vous reprenez les questions que vous avez préparées pour cette semaine, le texte de Marivaux si jamais vous l'avez imprimé, sinon ça n'est pas grave du tout, et vous sortez une nouvelle feuille dont vous allez bientôt avoir besoin puisqu'on va réaliser la feuille de présentation de la séance 1. Cette feuille de présentation, elle ira dans le 4e intercalaire. C'est parti. Séance 1, Marivaux, l'île des esclaves. Problématique. L'inversion des rôles de maître et d'esclave permet-elle vraiment d'inverser les rapports de pouvoir dans la société? Objectif. Identifier un argumentaire. S'aider du contexte pour comprendre une œuvre littéraire. Support. Texte photocopié. L'île des esclaves, scènes 10 et 11. Et questions. Vous pouvez mettre pause si vous en avez besoin pour recopier cette leçon. Donc je vous rappelle, cette feuille va aller dans le 4e intercalaire. Lors de la séance d'introduction sur l'île des esclaves, je vous avais proposé quelques pistes de réflexion. Notamment parce que comme vous avez lu l'île des esclaves pendant les vacances de février, normalement c'est une pièce que vous connaissez bien, que vous avez comprise, et les extraits c'est plus facile de les contextualiser. Donc je vous propose ici mes propres réponses à ces questions, mais ça n'est pas vraiment une correction. Ce qui est important, c'est que vous ayez réfléchi, que vous vous soyez approprié les pistes de réflexion que je vous ai proposées, parce que ce sont vos réponses qui montrent ce que vous avez compris. Si vous en avez envie, vous pouvez recopier mes réponses à la suite de la feuille de présentation de la séance 1 qu'on vient de faire, mais ça n'est pas du tout obligatoire. Dans les pistes de réflexion, la première que je vous proposais, c'était dans l'île des esclaves, quel changement se produit dans la relation d'Iphicrate et Arlequin quand ils arrivent sur l'île? Je vous rappelle qu'Iphicrate et Arlequin viennent d'Athènes, en Grèce, et lorsqu'ils arrivent sur l'île, Iphicrate est le maître et Arlequin est l'esclave. Et tout de suite, à leur arrivée sur l'île, Iphicrate commence à paniquer parce qu'il sait qu'ils sont sur l'île des esclaves et que son statut risque d'être menacé. Et Arlequin, dès qu'il le comprend, il en profite, il se moque de son maître. Donc on a dès le début une inversion des rapports de pouvoir qui va être rendue officielle par Trivelin, qui est l'un des habitants de l'île, puisque Trivelin va leur imposer d'inverser officiellement leur rôle de maître et d'esclave. Donc Iphicrate va devenir l'esclave et Arlequin va devenir le maître. On va noter ça, si vous en avez envie encore une fois, ça n'est pas obligatoire. La relation entre Iphicrate le maître et Arlequin, l'esclave, est inversée. Évidemment, c'est un gros changement pour les deux personnages. Alors ce changement, il a des conséquences pour Iphicrate et pour Arlequin. Cette situation amène Iphicrate à prendre conscience qu'il exerçait sur Arlequin une autorité injuste. Quant à Arlequin, il a l'occasion de se venger de son maître, mais il choisit d'être meilleur que lui et de ne pas en profiter. En réalité, Arlequin, il en profite un petit peu pendant quelques temps, mais c'est le premier à décider que la comédie est finie et qu'on va de nouveau inverser les rôles, qu'il va retrouver son costume d'esclave et rendre à Iphicrate son costume de maître, et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans les scènes qu'on étudie juste après. Comment leurs relations ont-elles évolué à la fin de la pièce? À la fin de la pièce, Iphicrate et Arlequin sont toujours respectivement maître et esclave, mais Iphicrate respecte un petit peu plus Arlequin. Cependant, si vous avez bien lu la pièce, vous verrez que les rapports de pouvoir ne sont pas inversés à la fin de la pièce. C'était juste un jeu, on a juste échangé les costumes et les rôles de maître et d'esclave pendant un moment pour démontrer quelque chose, mais une fois que c'est terminé, une fois que c'est démontré, Iphicrate et Arlequin retournent à Athènes sans que la situation ait réellement changé. Arlequin n'est pas affranchi, affranchi ça veut dire pour un esclave être libéré. Donc Arlequin continuera d'être esclave à Athènes. À votre avis, qu'est-ce que Marivaux a voulu montrer dans cette pièce? Alors cette question-là, je choisis de ne pas vous donner de réponse parce que je crois que c'est vraiment très important que vous donniez votre propre réponse, que vous y réfléchissiez par vous-même, et peut-être justement que la séance d'aujourd'hui va vous y aider. Donc on va étudier le texte, et peut-être qu'après ce texte, vous aurez envie de revenir sur cette question et de proposer votre propre interprétation de la pièce de théâtre. On va maintenant étudier les deux extraits de l'île des esclaves qui étaient sur le document que je vous ai mis en téléchargement sur Pronote, et normalement, vous avez dû préparer les questions sur ces deux textes pour cette séance.
Si jamais vous n'avez pas préparé les questions, je vous conseille de laisser là cette vidéo pour l'instant, d'aller préparer les questions et de regarder la suite après. C'est très très important que vous fassiez cette démarche de réflexion par vous-même avant d'accéder à la correction. Si vous avez imprimé le texte de Marivaux, tant mieux, vous pouvez le prendre à côté de vous, ça va vous aider. Si jamais vous ne l'avez pas imprimé, je vais de toute façon vous le lire et le projeter dans le diaporama. On y va, on commence par la scène 10. Alors j'attire juste votre attention sur une petite chose. Vous voyez qu'ici, scène 10, c'est écrit en chiffres romains, alors que je vous ai bien expliqué qu'habituellement, ce sont les actes, les grands découpages des pièces de théâtre qui sont écrits en chiffres romains, alors que normalement, les numéros des scènes sont écrits en chiffres arabes. Alors pourquoi ici Marivaux fait différemment? Tout simplement parce que dans l'île des esclaves, il n'y a pas d'actes, il n'y a que des scènes. Donc il a décidé de mettre les numéros des scènes en chiffres romains. Avant tout, on va situer un petit peu ces deux extraits. La scène 10 et la scène 11, ce sont les deux dernières de la pièce de Marivaux, c'est-à-dire qu'elles montrent le dénouement de l'histoire, ce qui se passe tout à la fin. Au moment où commence la scène 10, Arlequin vient juste de mettre fin à l'inversion des rôles de maître et d'esclave, et il a rendu son habit à Iphicrate. Cléantisse arrive et elle est très étonnée qu'Arlequin ait mis fin à la comédie. On n'oublie pas que lorsqu'elle appelle Arlequin par le nom de son maître, Seigneur Iphicrate, c'est parce qu'elle est encore en train de jouer le jeu. Alors on va lire ensemble ces deux scènes. Sachez que si nous étions sur une scène de théâtre, je ne lirai ni le nom des personnages, ni les didascalies en italique, parce que normalement on ne les lit pas. Mais comme là je suis seule à lire les répliques de tous les personnages, ce serait un petit peu confus si je ne lisais pas leurs noms. Donc je vais lire leurs noms et les didascalies qui les concernent. Scène 10. Cléantisse, Euphrosine, Iphicrate, Arlequin. Cléantisse, en entrant avec Euphrosine qui pleure. Laissez-moi, je n'ai que faire de vous entendre gémir. Et plus près d'Arlequin. Qu'est-ce que cela signifie, Seigneur Iphicrate? Pourquoi avez-vous repris votre habit? Arlequin, tendrement. C'est qu'il est trop petit pour mon cher ami, et que le sien est trop grand pour moi. Il embrasse les genoux de son maître. Cléantisse. Expliquez-moi donc ce que je vois. Il semble que vous lui demandiez pardon. Arlequin. C'est pour me châtier de mes insolences. Cléantisse. Mais enfin, notre projet? Arlequin. Mais enfin, je veux être un homme de bien. N'est-ce pas là un beau projet? Je me repens de mes sottises, lui des siennes. Repentez-vous des vôtres, Madame Euphrosine se repentira aussi, et vive l'honneur après. Cela fera 4 beaux repentirs qui nous feront pleurer tant que nous voudrons. Euphrosine. Ah, ma chère Cléantisse, quel exemple pour vous! Iphicrate. Dites plutôt, quel exemple pour nous, madame. Vous m'envoyez pénétrer. Cléantisse. Ah, vraiment, nous y voilà, avec vos beaux exemples. Voilà de nos gens qui nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent, qui nous regardent comme des vers de terre, et puis qui sont trop heureux dans l'occasion de nous trouver 100 fois plus honnêtes gens qu'eux. Fi, que cela est vilain, de n'avoir eu pour tout mérite que de l'or, de l'argent et des dignités. C'était bien la peine de faire tant les glorieux. Où en seriez-vous aujourd'hui si nous n'avions pas d'autre mérite que cela pour vous? Voyons, ne seriez-vous pas bien attrapés? Il s'agit de vous pardonner, et pour avoir cette bonté-là, que faut-il être, s'il vous plaît? Riche? Non. Noble? Non. Grand seigneur? Point du tout. Vous étiez tout cela. En valiez-vous mieux? Et que faut-il donc? Ah, nous y voici. Il faut avoir le cœur bon, de la vertu et de la raison. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qui est estimable, ce qui distingue, ce qui fait qu'un homme est plus qu'un autre. Entendez-vous, messieurs les honnêtes gens du monde? Voilà avec quoi l'on donne les beaux exemples que vous demandez et qui vous passent. Et à qui les demandez-vous? À de pauvres gens que vous avez toujours offensés, maltraités, accablés, tout riches que vous êtes, et qui ont aujourd'hui pitié de vous, tout pauvres qu'ils sont. Estimez-vous à cette heure, faites-les superbes, vous aurez bonne grâce. Allez, vous devriez rougir de honte. Arlequin. Allons, mamie, soyons bonnes gens sans le reprocher, faisons du bien sans dire d'injures. Ils sont contrits d'avoir été méchants. Cela fait qu'ils nous valent bien, car quand on se repent,
On est bon, et quand on est bon, on est aussi avancé que nous. Approchez, madame Euphrosine. Elle vous pardonne, voici qu'elle pleure. La rancune s'en va, et votre affaire est faite. Cléantис. Ah, il est vrai que je pleure. Ce n'est pas le bon cœur qui me manque. Euphrosine, tristement. Ma chère Cléantис, j'ai abusé de l'autorité que j'avais sur toi, je l'avoue. Cléantis. Hélas, comment en aviez-vous le courage? Mais voilà qui est fait. Je veux bien oublier tout. Faites comme vous voudrez. Si vous m'avez fait souffrir, tant pis pour vous. Je ne veux pas avoir à me reprocher la même chose et je vous rends la liberté. Et s'il y avait un vaisseau, je partirais tout à l'heure avec vous. Voilà tout le mal que je vous veux. Si vous m'en faites encore, ce ne sera pas ma faute. Arlequin, pleurant. Ah, la brave fille, le charitable naturel. Iphicrate. Êtes-vous contente, madame? Euphrosine, avec attendrissement. Viens que je t'embrasse, ma chère Cléantис. Arlequin, à Cléantis. Mettez-vous à genoux pour être encore meilleure qu'elle. Euphrosine. La reconnaissance me laisse à peine la force de te répondre. Ne parle plus de ton esclavage, et ne songe plus désormais qu'à partager avec moi tous les biens que les dieux m'ont donnés, si nous retournons à Athènes. On passe maintenant à la scène 11. Trivelin et les acteurs précédents. Trivelin. Que vois-je? Vous pleurez, mes enfants, vous vous embrassez. Arlequin. Ah, vous ne voyez rien, nous sommes admirables, nous sommes des rois et des reines. En fin finale, la paix est conclue, la vertu a arrangé tout cela. Il ne nous faut plus qu'un bateau et un batelier pour nous en aller, et si vous nous les donnez, vous serez presque aussi honnêtes gens que nous. Trivelin. Et vous, Cléantis, êtes-vous du même sentiment? Cléantis, baisant la main de sa maîtresse. Je n'ai que faire de vous en dire davantage, vous voyez ce qu'il en est. Arlequin, prenant aussi la main de son maître pour la baiser. Voilà aussi mon dernier mot, qui vaut bien des paroles. Trivelin. Vous me charmez. Embrassez-moi aussi, mes chers enfants. C'est là ce que j'attendais. Si cela n'était pas arrivé, nous vous aurions puni vos vengeances, comme nous avons puni leur dureté. Et vous, Iphicrate, vous, Euphrosine, je vous vois attendris. Je n'ai rien à ajouter aux leçons que vous donne cette aventure. Vous avez été leur maître, et vous en avez mal agi. Ils sont devenus les vôtres, et ils vous pardonnent. Faites vos réflexions là-dessus. La différence des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous. Je ne vous en dis pas davantage. Vous partirez dans 2 jours, et vous reverrez Athènes. Que la joie, à présent, et que les plaisirs succèdent aux chagrins que vous avez sentis, et célèbrent le jour de votre vie le plus profitable. On fait un petit point vocabulaire avant de passer aux questions. Le mot châtier, il veut dire punir. Je me repens, qu'on trouve à la ligne 13 sur la feuille. Se repentir, ça veut dire exprimer du regret, demander pardon. Ensuite, à la ligne 29, vous trouvez fi, qui est une interjection qui exprime le dédain ou le mépris, un petit peu comme le chip. Mamie, ligne 55, ça veut dire mon ami, c'est la contraction de mon ami. Contrit, ligne 57, ça veut dire plein de regrets. Je partirai tout à l'heure, ligne 74, à cette époque-là, tout à l'heure a un sens différent de maintenant, ça veut dire tout de suite. Charitable, ligne 78, c'est qui fait preuve de charité ou de générosité. Vertu, dans le deuxième texte à la ligne 6, ça désigne la volonté de faire le bien. C'est un mot qui a beaucoup de sens différents, mais ici, c'est le sens de volonté de faire le bien. Sur la feuille que vous avez en téléchargement sur Pronote, vous avez 2 parties en fait à la dernière page. Vous avez le résumé de la pièce qui est en haut et les questions qui sont en bas. Le résumé, on va le garder pour plus tard. Vous verrez ce qu'on en fait tout à l'heure. Là, on s'intéresse aux questions. Alors, on va corriger les questions. Vous allez écrire les réponses à la suite de la feuille de présentation qu'on a réalisée il y a un instant. La première question, c'était, pour la scène 10, expliquez brièvement quel changement s'est produit à la scène précédente. Pour cette question-là,
Les éléments de contexte qu'on a donnés tout à l'heure devraient vous aider. On va noter la réponse. Dans la scène précédente, Arlequin a décidé d'arrêter le jeu de l'inversion des rôles. Il a rendu son costume de maître à Iphicrate et repris son costume d'esclave. Comme d'habitude, si vous avez besoin de mettre pause, allez-y. Question 2. Cléantisse pardonne-t-elle aussi facilement qu'Arlequin? Pourquoi? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le texte. Cléantisse pardonne moins facilement qu'Arlequin, car elle trouve injuste que les esclaves fassent preuve de bonté pour leur maître alors que ces derniers n'en ont jamais eu pour eux. En effet, les maîtres sont trop heureux dans l'occasion de les trouver 100 fois plus honnêtes gens qu'eux. Ligne 27-29. Vous avez vu que j'ai mis les entre crochets. C'est parce qu'en fait, quand Cléantisse parle, elle dit de nous trouver. Comme on veut respecter la syntaxe de notre phrase, c'est-à-dire la construction de notre phrase de réponse, on est obligé de transformer un petit peu la phrase, et quand on transforme, on est obligé de mettre le mot entre crochets. Question 3. Reformulez avec vos propres mots ce que veut dire Cléantisse aux lignes 36 à 39. On relit d'abord ensemble les lignes 36 à 39. Il s'agit de vous pardonner, et pour avoir cette bonté-là, que faut-il être s'il vous plaît? Riche? Non. Noble? Non. Grand seigneur? Point du tout. Vous étiez tout cela, en valiez-vous mieux. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Cléantisse veut dire que les maîtres ne valent pas mieux que les autres sous prétexte qu'ils sont riches et bien nés. Ici l'expression bien né, elle veut dire né dans une famille prestigieuse, dans une famille noble. On passe à la question 4. Selon Cléantisse, quelles qualités font la valeur d'une personne? Ces qualités sont-elles celles qui garantissent une place avantageuse dans la société? C'est-à-dire en gros, est-ce que les qualités qui sont importantes humainement, elles permettent d'avoir un bon statut social? Selon Cléantisse, il faut avoir le cœur bon, de la vertu et de la raison, ligne 41, pour être une bonne personne. Mais ces qualités ne suffisent pas à garantir une place avantageuse dans la société. Question 5. Les esclaves auraient-ils eu des raisons de vouloir se venger de leur maître? Si oui, précisez lesquelles en vous appuyant sur le texte. Oui, les esclaves auraient pu vouloir se venger de leur maître, car ceux-ci les ont toujours offensés, maltraités, accablés. Ligne 49-50. Quelle décision prend Euphrosine à la fin de la scène 10? À la fin de la scène, Euphrosine suggère qu'elle va affranchir son esclave et lui donner la moitié de sa fortune. Ne parle plus de ton esclavage et ne songe plus désormais qu'à partager avec moi tous les biens que les dieux m'ont donnés. Lignes 84 et 87. On passe maintenant aux questions sur la scène 11. Question 7. Pourquoi Arlequin dit-il « Nous sommes des rois et des reines » Ligne 4, 5. Arlequin compare les esclaves à des rois et des reines, ligne 4-5, en raison de leur grandeur d'âme, de leur générosité. Bien sûr, il sait que les esclaves ne sont pas vraiment des rois et des reines, ils ne règnent sur rien. C'est simplement une image pour dire à quel point ils sont bons et généreux. Question 8. Pourquoi Trivelin est-il satisfait du comportement d'Arlequin et de Cléantisse? Trivelin est satisfait du comportement des esclaves car ils ont réussi à pardonner à leur maître sans profiter de leur position de pouvoir pour se venger. Question 9. Vous avez été leur maître et vous en avez mal agi. Ils sont devenus les vôtres et ils vous pardonnent. Faites vos réflexions là-dessus. Ligne 23-26. À votre avis, quelle conclusion Trivelin attend-il que les maîtres tirent ici? Trivelin veut sans doute que les maîtres se rendent compte que leurs esclaves valent mieux qu'eux moralement, qu'ils ont fait preuve de bien plus de bonté qu'eux, alors qu'ils avaient toutes les raisons de ne pas le faire. À la suite de ces questions, vous avez une question de réflexion. On ne s'en occupe pas pour l'instant, mais je vous donnerai un travail facultatif à faire là-dessus tout à l'heure.
Juste avant, on fait le bilan de la séance 1. Vous écrivez le bilan à la suite des questions, en rouge, comme d'habitude. La fin de l'île des esclaves de Marivaux montre les maîtres et les esclaves réconciliés une fois que les maîtres ont compris qu'ils traitaient injustement leurs esclaves. La naissance et la richesse ne font pas les qualités humaines. Les esclaves ont su faire preuve de plus de bonté que leurs maîtres. Toutefois, cette fin ne bouleverse pas complètement les valeurs du XVIIIe siècle. En effet, elle affirme que les maîtres devraient mieux traiter leurs esclaves, mais ne remet pas en cause l'esclavage lui-même. Revenons au résumé que nous avons laissé de côté tout à l'heure. Je vais reproduire ce résumé sur Pronote, sous forme de QCM ou de texte à trous, et vous allez devoir le remplir pour la prochaine fois. Quand il sera rempli et corrigé sur Pronote, complétez la feuille si vous l'avez imprimée, ou recopiez le résumé corrigé à la suite des questions. Si certains ou certaines d'entre vous souhaitent aller plus loin, vous pouvez traiter la question de réflexion qui se trouve sous les questions sur les textes. Et vous pouvez, si vous le voulez, m'envoyer votre paragraphe argumenté par mail. Si jamais vous prenez votre paragraphe argumenté en photo sur votre cahier de brouillon, faites bien attention à ce que la photo soit correctement cadrée, pas trop floue et pas trop sombre. Vous avez bien travaillé aujourd'hui, bravo! Prenez soin de vous et à la prochaine fois!